Alors Pierre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de cette polémique terrible qui tiraille le cinéma français et où chaque partie prenante de l'industrie cinématographique veut avoir son mot à dire. Pas celle qui concerne ce cher Gérard Depardieu, non, l'autre qui ne le concerne qu'indirectement. Je veux bien entendu parler de la polémique née d'une tribune du Monde écrite par un certain Vincent Maraval, qui n'est autre que le fondateur de Wild Bunch, société de production et surtout de distribution de films. Un des plus importants distributeurs français indépendants, avec un catalogue de plus de 1700 films. Dans cet article, Vincent Maraval dit en effet que les acteurs français sont trop payés. C'est d'ailleurs le titre du papier. Bien sûr, on en a beaucoup parlé. Danny Boone s'en est indigné. Après tout, le billet n'y va pas de main molle avec lui et ses cachets exorbitants. 1 million d'euros pour 10 minutes à l'écran dans le dernier Astérix. Mathieu Kassovitz s'est dit être d'accord avec Maraval. C'est de manière générale un des rares artistes qui a le courage de ses opinions, avec Abbas Kiarostami d'ailleurs. Mais bref, parfois il y en a même un peu trop, mais bon. Tentons ici, si vous voulez bien, d'apporter un petit éclaircissement à ce problème, car évidemment, il y a un problème. Tout d'abord, contrairement à ce que dit le titre de l'article, ce ne sont pas les acteurs qui sont trop payés, mais les vedettes et les stars. Il en va de même pour le cinéma que pour n'importe quel autre domaine. Le football, par exemple, fait souvent parler de ses tarifs exorbitants de quelques vedettes de ce sport. On se souvient par exemple de la proposition du Paris Saint-Germain d'engager David Beckham pour un salaire de 800 000 euros mensuels. Et finalement le club, qui vraisemblablement n'a pas la main sur le porte-monnaie, a opté pour le Suédois Zlatan Ibrahimovic pour 1 million d'euros brut par mois. Alors, on parle de foot, on parle de cinéma, c'est fantastique. Et il y a aussi la même chose à la télévision. Benjamin Castaldi gagne par exemple quelques 100 000 euros mensuels pour présenter cette émission que je suppose tu adores, Secret Story. Ah ouais. Est-ce normal que les stars touchent un si gros salaire ? Eh bien, théoriquement, oui. Ils ne sont en effet pas payés pour leur talent, mais pour leur renommée. Et cette renommée a un impact important sur l'audimat d'une émission et sur la vente d'un billet pour un match ou un film. Et c'est la règle d'or du cinéma hollywoodien, temple ultime de la starisation. On peut se scandaliser peut-être de la somme énorme, 50 millions de dollars de salaire qu'a touché Johnny Depp pour le 4e opus de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Mais rappelons tout de même que sans Johnny Depp, point de Pirates des Caraïbes 4, puisque c'est en effet l'acteur qui va attirer les foules vers les salles obscures et non pas le film en lui-même. Surtout les filles. Oui, surtout les filles. Oh, quoique. Mais quand on sait que le film a rapporté, rien que par sa sortie en salle, 1 milliard de dollars à ses producteurs, à savoir Disney, et que toute la franchise leur a également rapporté au total 4,7 milliards de dollars, et ce n'est pas fini, on se rend assez vite compte que les 50 millions de dollars pour Johnny Depp sont un investissement à la fois absolument nécessaire, mais en même temps relativement faible face à la quantité d'argent engendré par la production. Évidemment, en plus de son salaire en fin de compte assez dérisoire, Johnny Depp touche un pourcentage sur les recettes, comme beaucoup d'autres acteurs stars hollywoodiennes en ce moment, à l'instar de DiCaprio pour Inception. Ce pourcentage lui a permis, sur toute la saga Pirates des Caraïbes, comprenant les entrées cinéma, mais aussi la vente des DVD, de toucher le pactole de 350 millions de dollars. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que vous achetez un DVD Pirates des Caraïbes ou un quelconque produit dérivé, eh bien vous enrichissez un peu plus ce bon vieux Johnny Depp. Mais le problème, c'est qu'en France, les films n'ont pas la même diffusion que les films hollywoodiens. En effet, 50 des plus gros succès au box-office mondial sont tous des films d'Hollywood. Ces blockbusters sont diffusés dans tous les pays du monde et ils engendrent des milliards de dollars de recettes, qui permettent facilement quelques grosses dépenses sur le cachet des acteurs. Mais alors, pourquoi les acteurs français touchent-ils souvent le même cachet que les acteurs d'Hollywood ? D'autant que les films français sont souvent particulièrement chers et rarement rentables à hauteur de l'investissement. Le dernier exemple en date est bien sûr le film de Régis Ronsard, Populaire, dont la production a coûté 15 millions d'euros et qui est, malgré son petit succès critique et public, à peine rentable. Mais à qui la faute ? Aux acteurs ? Non. Si on vous proposait quelques millions d'euros pour tourner dans un film, et qu'en plus vous êtes acteur, bien sûr que vous accepteriez, et c'est légitime. Ne leur jetons pas la pierre, comme on le fait déjà beaucoup et un peu à outrance. Est-ce la faute aux producteurs qui investissent parfois trop d'argent dans des projets qui ne peuvent que très rarement avoir des ambitions à la hauteur des investissements ? Non. Après tout, leur but est certes parfois de permettre la réalisation d'une œuvre artistique, esthétique ou que sais-je, mais il est aussi et surtout de gagner de l'argent, et c'est normal, c'est un métier comme un autre. Et puis, un producteur qui perd de l'argent ne durera pas très longtemps. Alors après tout, s'il produit à perte, c'est un peu dommage, tant pis pour lui, mais tant mieux pour le film qui aura les moyens bien au-dessus de ses capacités. Mais après tout, dans ce cas-là, quel est le problème ? Le problème, c'est que la France a mis en place un système qui, sur le papier, est très bénéfique pour le cinéma, on va dire d'artisans,
mais qui en réalité permet au cinéma industriel de prospérer, même à perte. Ce système, complexe et donc souvent mal compris, c'est en réalité deux choses. Tout d'abord, la subvention publique de la culture, et en particulier du cinéma, dans le cadre de ce que Malraux, le premier des ministres de la culture de la Ve République, a appelé l'exception culturelle française. Exception culturelle française, ce n'est pas le talent intrinsèque de la France dans la réalisation cinématographique. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Les Italiens, les Espagnols et les Allemands sont en Europe très bons aussi. Et les Américains, tant sur le plan artistique que commercial, nous écrasent complètement. Non. L'exception culturelle, c'est simplement la chose qu'on a trouvée pour légitimer la politique de financement d'État de la culture particulière à la France au sein de l'Europe. Car en effet, la France est le seul pays de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, où l'État peut intervenir dans le financement d'un film. Ce qui est totalement en désaccord avec le principe de libre concurrence, principe fondateur de la construction de l'Europe. Mais c'est au nom d'une certaine idée qui voudrait que l'histoire du cinéma soit naturellement très liée à la France et que la France ait une culture particulière du cinéma qu'on ne voudrait pas voir mourir, qu'on a réussi à maintenir les politiques culturelles du cinéma français, cette exception culturelle. Mais ces idées, soit dites entre nous, sont parfaitement artificielles et c'est oublier totalement tout un pan de l'histoire du cinéma comme l'expressionnisme allemand ou le néo-réalisme italien. La participation de l'État en France dans la réalisation d'une œuvre audiovisuelle se fait d'une part par le système d'avance sur recettes géré par le Centre national de la cinématographie. C'est-à-dire que l'État avance de l'argent pour la réalisation d'un film, qu'il récupérera ou pas, avec intérêt zéro, lors des recettes d'un film si elles sont suffisantes. Ce système est bien entendu d'abord destiné à aider les réalisateurs à tourner leur premier film. Car, rappelons-le, un film est une œuvre d'art qui a la particularité de coûter très cher. Mais le problème, c'est que de plus en plus de films qui ont déjà des producteurs et qui suffiraient amplement à financer leur production profitent de ce système pour augmenter leur budget. Et c'est pourquoi on a vite des budgets beaucoup plus élevés que les nécessités a priori du réalisateur. Et on se demande souvent, mais où va cet argent? Réponse, dans le cachet exorbitant des comédiens. D'autre part, il y a également les collectivités territoriales, les régions ou les départements surtout, et aussi les villes, qui subventionnent le cinéma à travers ce qu'on appelle des aides à l'écriture ou à la réalisation. Ce n'est pas un prêt, c'est une subvention, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent public pour la réalisation de votre projet. À nouveau, ce système est censé aider les jeunes réalisateurs talentueux à réaliser leurs premières œuvres. Mais le problème, c'est que ces commissions qui décident de l'attribution des subventions sont souvent présidées par un collège de producteurs de cinéma qui, même si ça semble absurde, vont souvent aider des projets qui ont déjà des producteurs associés, au nom de la confraternité professionnelle, plutôt que de projets sans producteurs. Autrement dit, l'aide va souvent à des projets qui ont déjà des moyens de se voir réalisés. La deuxième partie de ce système, c'est l'aide indirecte de l'État français dans le cinéma, via les chaînes de télévision axées sur le cinéma comme Canal+ ou Ciné-Cinéma, qui ont une obligation d'investissement dans la production cinématographique, en échange de quoi ils peuvent diffuser des films seulement 6 mois après leur sortie en salle, et cas spécial pour Canal+, et unique au monde, disposer d'un canal hertzien crypté. Si ce système, qui ne nécessite pas un investissement direct de l'État, est certes moins problématique, il a permis effectivement à quelques films importants d'exister, comme Mulholland Drive de David Lynch, il contribue encore à enfler le budget de certains films français et par conséquent le cachet de leurs comédiens. Mais alors, plutôt que d'imposer une limite au salaire des acteurs, comme le propose Vincent Maraval, limitons l'investissement de l'État dans la production audiovisuelle, revoyons les politiques culturelles françaises en général. Elles ont été imaginées à l'aune des 30 Glorieuses, dans une 5e République naissante qui commençait à peine à se remettre de la Seconde Guerre mondiale, et elles ont très peu évolué depuis, ou du moins selon les mêmes préceptes. Alors que la situation politique et économique a évidemment changé. Plutôt que de surtaxer les plus riches, trouvons une solution à long terme, évitons les dépenses inutiles. Le cinéma français, que j'aime de tout mon âme, est capable de vivre sans elles. Et vivrait peut-être même mieux, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, les différences de budget devenant moindres, cela permettrait à de petits films d'accéder plus facilement à la lumière. Mais désancrer l'État français de la culture sera une chose très difficile à faire, tant par le passé on nous a montré ça comme quelque chose d'unique et de génial. Et je souhaite bien du courage au ministre de la Culture qui aura cette difficile mais nécessaire mission de réforme de la culture, cinématographique en partie, sur les bras. Merci Pierre. Alors ta chronique, je ne sais pas si elle plaira à Aurélie Filippetti, notre ministre de la Culture, mais elle risque de bien plaire à Jérôme Cahuzac, notre très serré ministre du Budget, qui, je suis sûr, Mais j'attends les réponses tant de Cahuzac que de Filippetti par rapport à cette chronique que j'espère ils écoutent
de manière hebdomadaire. De toute manière, le gouvernement est branché sur RBS, surtout quand on parle culture. Évidemment. On le sait pertinemment. Alors, on a parlé quand même des acteurs trop payés. Je voudrais quand même dire un mot ici sur les chroniqueurs cinéma trop payés, normalement dans les radios associatives comme RBS. Je ne citerai bien évidemment aucun nom. Évidemment. Évidemment. En tout cas, des acteurs, on en a deux.